Alors, je suis Divina Fromeggs, professeure à la Sorbonne Nouvelle, et avec Renaud Météro, donc j'ai coordonné une table ronde sur le changement climatique et tel qu'il était représenté par les médias et ce que cela pouvait impliquer en termes de comparaison entre les deux continents du nord et du sud des États-Unis, pour essayer de voir s'il y avait des similarités dans le traitement de cette question du climat et de la désinformation notamment. Ça nous a permis d'organiser la table ronde en trois grands moments. D'abord, essayer d'établir un peu le diagnostic, comment cette question du réchauffement climatique est traitée dans les différents pays de ces Amériques. Ensuite, qui gagne, qui perd à ce traitement. Est-ce qu'il y a derrière du politique, de l'idéologique, et puis une dernière partie sur les solutions qui peuvent être apportées à la désinformation, notamment au niveau du climat et de l'environnement. Alors les échanges sur la première partie, la pose de diagnostic, ont été très riches en fait, et ont montré qu'il y avait des grandes similarités dans à la fois ce que la représentation du climat et des changements climatiques fait à la politique. Donc ont été notés notamment le fait qu'il y avait une grande polarisation des populations et une grande radicalisation des positions qui fait que les gens ne se parlent pas entre eux et qu'il est très difficile de recréer du dialogue. Les chercheurs ont montré que il y a un très grand écart entre la très grande majorité de la population qui croit au changement climatique, au Brésil comme aux États-Unis, et le fait que malgré tout, il y ait un certain nombre d'experts qui soient missionnés par le pouvoir des deux côtés, sous Bolsonaro comme sous Trump, qui, lui, persiste et signe dans le déni et dans le climato-scepticisme. Donc dans les éléments de diagnostic, on a aussi noté l'instrumentalisation de l'expertise. C'est peut-être ce qui a été le plus frappant ce qui est ressorti, y compris du côté des journalistes. Le fait que les journalistes ont besoin de confronter des points de vue d'experts et se retrouvent un peu acculés à prendre des experts pour et des experts contre, alors que les experts qui sont climato-sceptiques sont une toute petite minorité par rapport au très grand nombre d'experts qui confirment le changement climatique, mais cette fausse idée d'une objectivité, d'une neutralité en montrant des points de vue opposés les met parfois en porte-à-faux avec leurs propres convictions, mais du coup alimente une grande méfiance de la part des gens dans les médias. Dans les deux cas, les médias sont associés aux fake news et le recours aux médias sociaux comme un des lieux où on se retrouve entre soi pour se conforter dans son opinion. Donc, à qui ça profite, ce qu'on voit émerger évidemment du côté politique, c'est le populisme, c'est-à-dire quelques leaders qui se sont débarrassés des médias et des institutions, même si ces institutions les ont portés au pouvoir, et un public qui reste un public donc qui est touché par les désinformations, pas seulement par celle sur le climat. On a identifié dans les deux pays une espèce de classe moyenne inférieure qui se sent abandonnée par le système. Et donc les populistes peuvent avoir un discours anti-système. Donc voilà, c'est être pro-système si on protège les forêts. Donc si on est anti-système, on peut abattre les forêts. Parce que le système a abandonné ces gens-là. Les systèmes ont beaucoup aidé les minorités, semble-t-il, les plus pauvres. Et ces travailleurs pauvres, donc qui ne rentrent pas dans la catégorie pauvre, mais qui se sentent déclassés, ce sont ceux qui, vont se rallier à quelques personnalités fortes qui leur disent « moi je suis avec vous ». Et donc ne croyez pas les médias, croyez-moi à moi et à mes médias alternatifs et à mes faits alternatifs. Donc typiquement la position de Trump et de Bolsonaro. Donc quand on voit
qui profitent cette désinformation sur le climat, arrivent les grands groupes pétroliers, les grands groupes aériens, les grands groupes voituriers, voilà, qui ont les moyens à la fois de faire du greenwashing dans les médias et d'alimenter des lobbies très très puissants qui mettent la pression sur les hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. On est venu à cette idée que la construction du débat public autour de la désinformation, notamment sur le climat, elle est là pour créer de l'inaction. C'est-à-dire que tout le monde est plus ou moins convaincu qu'on va devoir y arriver, à faire attention, et que même ceux qui sont sceptiques savent que c'est inévitable, mais l'important c'est de ralentir les politiques publiques, de ralentir l'action, de manière à pouvoir continuer à faire du profit et de l'extraction. Jusqu'au dernier bout, jusqu'au boutisme presque irresponsable, mais en même temps très très construit et très arc-bouté qui se révèle dans les deux continents. Alors après, c'est poser la question des solutions, bien sûr. Et là, il y en a plusieurs. La table ronde n'était pas pessimiste sur cela. Une des questions qui est venue, c'est sur le changement d'usage du vocabulaire, en quelque sorte. Il y a eu des débats sur, bon, alors, est-ce que c'est encore tenable d'utiliser le mot changement climatique au lieu de réchauffement, ou, comme on le voit de plus en plus dans ces deux continents, d'autres mots ont été évoqués, toute la fausse promesse de la transition écologique, parce que la transition, ça envoie le message qu'on a le temps, qu'il n'y a pas d'urgence, que ça peut prendre chacun à son rythme, etc. Or, c'est une promesse qui n'est pas tenable vu les échéances et vu ce que nous disent les scientifiques en termes de planète Terre, et combien d'entre elles il nous faut pour arrêter tout cela, ou en tout cas arriver à aplatir la courbe actuelle des transformations. Et l'autre mot qui est venu aussi, qui a été remis en cause, c'est le mot de soutenabilité, de durabilité, qui est traduit de plus en plus dans les politiques publiques par viabilité, qui à nouveau renvoie la parole à ce qui a été décrit par la plupart des intervenants, y compris dans la salle, comme relevant d'une idéologie extractionniste, ultra-néolibérale, qui est vraiment un court-termiste. Et ce qu'on voit bien, c'est un énorme décalage entre les court-termistes, qui sont une minorité, mais très puissante, et qui utilisent les médias sociaux et tout ce qui vient avec pour toucher sa base, et les long-termistes, qui sont les plus nombreux, mais qui ne se défendent pas de la même manière, que ce soit les scientifiques, parce qu'ils ne vont pas à la télévision, ils ont du mal à vulgariser, ou les journalistes, qui pour beaucoup d'entre eux ne sont pas nécessairement formés à l'écologie, à l'économie, aux approches scientifiques. L'autre solution, c'est évidemment celle du fact-checking, c'est-à-dire les journalistes eux-mêmes qui s'emparent de la question, qui vérifient ces fakes. Mais là, on a touché les limites aussi en se disant que le fact-checker ne touche pas nécessairement la cible. Parce qu'on sait que les personnes qui ont vu une fake news ne vont que très rarement recevoir le debunk, le debunking, la démythification de cette fake. C'est d'autres personnes qui vont aller voir. Et donc, on ne touche pas les convaincus, donc un peu les limites de la profession. Et on a parlé du fait que le fact-checking devient lui aussi une espèce de chambre d'écho entre journalistes pour se conforter sur l'utilité de la profession et de ses modes de faire. On a abordé la question de l'éducation aux médias et à l'information en disant que ça allait toucher les citoyens et former un maximum de personnes, en se méfiant là aussi du fait que de nos jours, c'est de plus en plus quelque chose qui est utilisé par les gouvernements, mis en avant. Et une des dernières solutions qui a été abordée, évidemment, c'est du côté du politique et de comment essayer de penser l'économie autrement, sans être à nouveau dans ce modèle ultra-libéral, ultra-productiviste et extractionniste, et a émergé la question à nouveau du revenu universel. Voilà, donc on est resté dans toute cette discussion sur les solutions, à la fois sur le point politique, idéologique et des représentations médiatiques.